Bonjour à tous, oui, donc j'ai fait ce livre qui en fait est issu de ma thèse, qui portait sur la portée sociale du logiciel libre. Et donc je ne vais pas vous parler de l'ensemble du livre ou de ma thèse, mais effectivement voir, comme vous l'avez déjà peut-être compris à partir de ce qui a été dit ce matin, comment le mouvement du logiciel libre est une bonne porte d'entrée vers la question des communs et vers certaines questions qui se posent pour le mouvement des communs. Donc je vais vous présenter d'abord brièvement comment le mouvement du logiciel libre s'inscrit dans le mouvement de défense des communs, et ensuite j'en viendrai au cœur de mon propos, à savoir essayer de dégager 3 enjeux à partir de là. Alors peut-être un petit point d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas très bien de quoi il retourne et en quoi consiste ce mouvement. Donc le mouvement du logiciel libre, ou free software en anglais, il est né au début des années 80, à un moment donné où, suite au développement de l'ordinateur personnel, se crée un énorme marché pour une industrie du logiciel qui va s'adresser donc aux particuliers, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc à ce moment-là, de nombreux informaticiens qui travaillaient dans des universités, dans un contexte public, en contexte universitaire, souvent dominé par les normes de la recherche universitaire, à savoir le partage du savoir, de la connaissance, la collaboration entre pairs, le jugement entre pairs, une certaine autonomie aussi dans la recherche. Et bien, donc, nombreux informaticiens qui viennent de cette culture-là, cette culture universitaire, ils vont trouver à s'embaucher dans les entreprises qui se créent à ce moment-là pour développer des logiciels commerciaux. Donc, c'est celles Microsoft, Sun, etc. Toutes celles qu'on connaît bien maintenant. Et donc, ce faisant, en allant travailler pour cette entreprise, ils sont le plus souvent contraints de délaisser cette culture fondée sur l'ouverture et les normes de la recherche scientifique. Ils signent par exemple des clauses de confidentialité et ils se mettent à développer des logiciels dont le code source est privatisé, c'est-à-dire que le logiciel devient un bien marchand, ce qui n'était pas vraiment en fait auparavant. Et donc à ce moment-là, au début des années 80, en 1983 pour être très précis, il y a un programmeur du MIT qui s'appelle Richard Stallman, que vous avez ici, ce fringant jeune homme, qui donc en opposition à cette évolution, à cette privatisation du code informatique liée à l'essor de l'industrie du logiciel, il crée le mouvement du logiciel libre pour défendre donc l'idée que tous les logiciels devraient être fournis avec 4 libertés pour l'ensemble de leurs utilisateurs, à savoir la liberté d'utilisation, de copie, de modification et de distribution. Voilà, ça en fait 4. Et donc, mais surtout, donc, ces 4 libertés, c'est vraiment le fondement du logiciel libre. Mais l'idée de Richard Stallman, c'est qu'à travers la promotion de cette catégorie, de ce type de logiciel, il veut vraiment favoriser donc, la collaboration entre informaticiens, le partage de l'information en général, et puis aussi lutter contre, puis aussi aider finalement à démocratiser le savoir informatique. C'est-à-dire lutter contre le fait que, pour le grand public, les logiciels sont des sortes de boîtes noires dont ils ne comprennent pas le fonctionnement et dont ils ne peuvent pas comprendre le fonctionnement puisque la manière dont ils fonctionnent, c'est-à-dire le code source, leur est dissimulé dans les logiciels commerciaux dits propriétaires. Donc, voilà, donc le mouvement du free software, il défend, si vous voulez, dès l'origine, l'idée que le code informatique doit être un commun, c'est-à-dire doit être soustrait à des mécanismes d'appropriation privative, notamment juridiques, qui donc en restreignent l'accès et finalement en diminuent l'utilité sociale. Alors assez vite, pour poursuivre donc, ces nobles objectifs, Richard Stallman s'aperçoit qu'il a besoin d'inventer de nouveaux outils juridiques. C'est pour ça qu'il crée donc, à la fin des années 80, après une petite période de maturation, la General Public License. Donc, je vous ai ici mis le préambule, qui est donc une licence, qui est donc la première licence libre. Ensuite, il y en a bien d'autres qui vont se développer, mais ça reste la plus connue et la plus utilisée. Et cette licence garantit donc que les logiciels auxquels elle s'applique garantissent à tous leurs utilisateurs les 4 libertés que j'ai mentionnées. Et donc, c'est un outil juridique, en fait, qui est extrêmement important pour garantir le commun contre sa possible dénaturation ou privatisation, notamment à travers le principe du copyleft, alors que je ne développe pas, mais que je mentionne rapidement, mais qui est un principe qui correspond à la clause en fait, partage à l'identique dans les licences Creative Commons, que vous connaissez peut-être. Et donc c'est cette clause qui dit que le bien auquel s'applique la licence ne peut pas être privatisé, on ne peut pas retirer aux utilisateurs futurs de ce bien les 4 libertés d'utilisation, de copie, de modification et de distribution. Bon, voilà un peu pour le premier étage de la fusée logicielle libre, le premier moment de son histoire, dans les années 80. Et puis ensuite, au cours des années 90 et 2000, ce mouvement se développe considérablement, mais dans des directions très différentes. Alors j'ai essayé ici, au risque d'être un peu schématique, de déterminer 3 directions
dans lesquelles s'est développé ce mouvement. Donc la première direction, c'est tous les aspects économiques, qu'on a déjà un peu mentionné. Et ça, c'est le fait qu'à la fin des années 90, donc les logiciels libres, en tout cas certains d'entre eux, par exemple le système GNU Linux, ils sont devenus robustes, ils sont devenus performants, et donc ils commencent à intéresser le secteur marchand et les entreprises. Et du reste, certains militants de logiciels libres eux-mêmes poussent à ce rapprochement avec le monde de l'entreprise. Et par exemple, donc ce monsieur-là, dont je vous ai mis une photo, et dont vous pouvez noter le contraste capillaire et vestimentaire avec Richard Stallman, qui montre bien un peu ce qui peut différencier l'open source et le free software, donc la mouvance historique. Et voilà. Et donc, petit à petit, il se crée ainsi, donc, à la fois sous l'impulsion de gens issus du monde du logiciel libre, mais aussi parce que les entreprises elles-mêmes viennent à s'y intéresser, il se crée toute une économie qu'on appelle l'économie open source. Et alors, pour décrire un peu comment fonctionne cette économie très rapidement, trop rapidement, peut-être les premières entreprises qui se créent, c'est des entreprises spécifiques à l'open source. Par exemple, la plus connue, c'est Red Hat. Et là, le modèle économique de ces entreprises, c'est vraiment de vendre du service. C'est-à-dire que le bien logiciel, en tant qu'il est libre, il est dans 99% des cas gratuit. Donc, c'est pas à partir de là qu'on va pouvoir dégager des bénéfices. Mais par contre, ces entreprises comme Red Hat vendent des services autour des logiciels libres, donc à d'autres entreprises. Donc ça peut être des services d'installation, de formation, de maintenance, de personnalisation des logiciels, etc. Et donc c'est sur ce modèle du service que des bénéfices économiques sont générés. Et donc c'est la même chose, ce qu'on disait tout à l'heure sur OpenStreetMap, Sébastien qui citait Leaflet, je crois, et Mapbox, qui sont des entreprises qui vendent du service. Donc là c'est un modèle similaire à partir d'OpenStreetMap. Voilà, pas que je sois trop long, donc cette économie open source se développe aussi parce qu'il y a des entreprises informatiques plus traditionnelles qui en viennent à utiliser des logiciels libres et à devenir aussi contributeurs. Donc IBM est une des premières entreprises à vraiment s'investir massivement dans le logiciel libre. Et bon, voilà, je passe rapidement, mais disons qu'aujourd'hui, il faut savoir quand même que toutes les entreprises du secteur, et y compris les géants du web, que ce soit Google, Amazon et les autres, toutes ces entreprises utilisent des logiciels open source. Donc là, il y a vraiment une porosité très grande maintenant entre ce commun qu'est le logiciel libre et le secteur marchand et toute l'économie liée aux technologies de l'information et de la communication. Donc ça, c'était mon premier aspect. Il y a un deuxième aspect par lequel le logiciel libre s'est étendu et s'est développé, et c'est l'aspect militant, donc très différent de ce que je viens de dire, et donc un aspect davantage dans la lignée, si vous voulez, de l'inspiration originelle de Richard Stallman. Et donc là, c'est la manière dont, à partir des années 2000, il y a tout un activisme du libre qui s'est développé, essentiellement sur des questions de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que un nombre de militants de logiciels libres se sont aperçus que pour défendre les valeurs historiques, celles qu'ils défendent depuis le début, par exemple la circulation de l'information, le partage de la connaissance et du savoir, eh bien la défense de ces valeurs, pour eux, à un moment donné, elle a impliqué de s'investir dans une sorte de militantisme contre un certain nombre de législations, de projets de loi. Alors un des premiers combats, c'était celui contre les brevets logiciels, mais ensuite, ces luttes se sont développées hors du secteur informatique. Donc c'est comme ça que les libristes se sont mobilisés contre DATSI, par exemple en France, contre Adopi ensuite, puis contre le projet de traité ACTA, vous avez aussi une petite image, voilà, pédalo en prime, et même aujourd'hui contre le traité transatlantique TAFTA. Donc là, oui, alors l'ACTA, c'est un projet de traité multilatéral de défense de la propriété intellectuelle qui concernait à la base à la fois les industries pharmaceutiques et l'Internet, globalement. Et en fait, les libristes se sont opposés à ce traité parce qu'ils prévoyaient notamment la constitution d'une forme de police privée de l'Internet par la collaboration entre les fournisseurs d'accès à Internet et les ayants droit pour pister et pour punir le piratage sur Internet. Et donc, voilà, donc les gens du logiciel libre sont vraiment mobilisés sur l'idée que c'était dangereux de voir se constituer cette forme de police privée de l'Internet auquel le traité laissait une porte ouverte, disons. Voilà, donc ça c'est l'aspect militant pour conclure là-dessus. Donc c'est intéressant parce que ça a vraiment conduit les gens du logiciel libre à élargir considérablement le spectre de leurs intérêts. Par exemple, en luttant contre Adopi, ils sont mis à s'intéresser à toute l'économie de la culture, ce qui n'était pas forcément dans leur ADN à la base. Et ça a aussi mené à élargir donc, leur répertoire d'action, donc
en entrant comme ça dans des combats politiques. Enfin, dernier aspect de l'extension du logiciel libre, c'est l'aspect collaboratif, je dirais. Ça, c'est le fait que le modèle d'organisation qui est expérimenté par les gens, par les développeurs dans les projets libres et open source, ce modèle collaboratif, eh bien, il a vraiment fait des petits, si je puis dire, puisque, si vous voulez, les gens du logiciel libre, par exemple le projet Linux, ils ont été parmi les premiers à tirer parti des possibilités d'Internet pour organiser ces collaborations entre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de contributeurs à travers le monde. Donc, en ce sens, Linux et le logiciel libre sont en quelque sorte les ancêtres de Wikipédia ou d'OpenStreetMap. C'est vraiment aussi de là que vient en grande partie ce modèle collaboratif et contributif lié à Internet. Et voilà. Et donc ça, c'est aussi une troisième voie, à mon avis, par laquelle le logiciel libre s'est étendu. Donc voilà, à partir de cette rapide survol historique, je voulais en venir à poser peut-être trois questions, donc qui concernent le monde du libre, mais aussi le monde des communs, et peut-être même aussi les associations. La première question, c'est le rapport au secteur marchand. Donc à l'origine, comme j'ai essayé de le dire, les logiciels libres étaient vraiment développés exclusivement par des bénévoles. Donc, du reste, c'est pour ça que le mouvement du logiciel libre a vraiment montré quelque part ce qu'on savait déjà, mais il a montré que les motivations des gens n'étaient pas simplement économiques, n'étaient pas simplement de la recherche d'un intérêt financier, comme tend parfois de nous le faire croire la doxa économique, mais qu'au contraire, les gens pouvaient s'investir dans des projets par volonté de s'amuser, par volonté d'apprendre, par volonté de chercher la reconnaissance au sein d'une communauté. Bref, que les motivations humaines étaient beaucoup plus complexes et diverses que simplement la recherche de l'intérêt financier. Cependant, donc, à partir d'un certain moment, quand s'est développée cette économie open source dont j'ai parlé, donc c'est le moment aussi où des entreprises se sont mis à créer de la valeur économique, à dégager des bénéfices à partir de ces communs développés à l'origine par des bénévoles et qui sont encore développés dans des proportions diverses par des contributeurs qui ne sont pas payés pour le travail qu'ils fournissent. Et donc il y a quand même des entreprises qui ont créé des modèles d'affaires extrêmement profitables, donc en s'appuyant sur ces communs, sur ces biens logiciels, développés en partie par des bénévoles. Et donc à partir de là, la question de la rémunération des contributeurs se repose, il me semble, de manière assez aiguë. Et donc pour le dire autrement, il me semble que ce qu'a très bien réussi à faire le monde du logiciel libre, c'est qu'il a réussi à créer, notamment grâce à ses licences, à la robustesse de ses licences, un moyen de garantir le bien logiciel, donc le bien commun lui-même, contre sa possible privatisation ou dénaturation. Ça, dans l'ensemble, je trouve qu'il a très bien réussi à faire ça. Par contre, il me semble qu'il n'a pas encore vraiment trouvé le moyen de faire en sorte que les contributeurs soient rémunérés pour leur contribution lorsque des acteurs marchands ensuite créent de la valeur économique, créent des modèles d'affaires extrêmement profitables en se fondant sur ces biens logiciels, par exemple dans le modèle du service de Red Hat, mais il y a aussi d'autres modèles économiques. Mais bref, l'idée générale, c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jeu de dupes dans le fait d'avoir des contributeurs qui fournissent un travail gratuit, qui contribuent bénévolement à des ressources qui sont ensuite valorisées dans le secteur marchand. Donc voilà, c'était ma... Ah oui, j'ai oublié quelques diapos en route, mais voilà, c'était ça ma question. Comment faire pour qu'une partie de la valeur économique que les entreprises tirent des communs revienne aux contributeurs? Alors ensuite, deuxième question, il me semble, là c'est sur les stratégies de défense des communs. Ce que montre bien le logiciel libre, c'est qu'il y a deux stratégies différentes, mais qui peuvent du reste être combinées. Il y a ce que j'appellerais la stratégie directe de création de communs, c'est écrire des logiciels libres, voilà, contribuer pour faire des communs, créer des communs. Et puis il y a une autre stratégie, c'est la stratégie d'activisme visant à influer sur le cadre législatif dans lequel peuvent plus ou moins facilement se créer des communs. Pour dire autrement, il y a le hacking et il y a le hack the law, comme disent souvent les libristes. Donc dans un cas, on est en extériorité totale avec le champ de la politique institutionnelle. Les gens développent des logiciels libres sans s'occuper de ce qui se passe au niveau de la politique partisane. Dans un autre cas, évidemment, là on a une volonté d'entrer dans le champ politique, en tout cas en pesant sur un certain nombre de projets législatifs. Et le dernier élément que je voulais dire, c'est par contre, ce sur quoi les libristes sont très réticents en général, c'est sur le fait d'avoir vraiment un programme politique général. Ils en sont venus vraiment à militer, à faire ce qu'on pourrait comme appeler du lobbying, ou du contre-lobbying, pour essayer de mettre en échec des projets de loi. Par contre, ils sont en général assez réticents à vraiment essayer d'avoir un programme politique, une plateforme politique générale.
Donc voilà, toutes ces remarques m'amènent à la question de savoir comment est-ce qu'il faut penser le rapport des communs et des commoners au champ politique. Est-ce que c'est en extériorité totale avec la politique institutionnelle? Est-ce que c'est simplement par des formes d'activisme circonstancié contre certains projets de loi? Ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin et penser vraiment à un investissement dans, par exemple, un programme politique plus général ou dans des partis en particulier? Enfin, dernière question, c'est les questions de gouvernance. Et là, je voulais insister sur le fait que dans la multitude de projets collaboratifs qui existent aujourd'hui, donc tous les projets de logiciels libres, qui sont eux-mêmes très divers, mais aussi jusqu'à Wikipédia, OpenStreetMap, tous ces projets sont collaboratifs, mais les modalités d'organisation de la collaboration peuvent être très diverses. Et donc parmi les différences qu'on peut citer, il peut y avoir quand même des éléments de hiérarchie plus ou moins notables dans l'organisation des différents projets. Il peut y avoir un autre élément important, c'est qu'il est plus ou moins facile de devenir contributeur. Si vous voulez devenir contributeur à Wikipédia, c'est assez facile. Ça ne nécessite pas de compétences techniques particulières. Bien que maintenant, l'encyclopédie a atteint un niveau de qualité de développement qui fait que c'est peut-être plus difficile maintenant de trouver des choses qui manquent et rajouter. Mais bon, globalement, il est quand même assez facile de devenir contributeur à Wikipédia. Il est beaucoup moins aisé de devenir contributeur à un projet de logiciel libre qui réclame des compétences techniques extrêmement précises, extrêmement poussées. Voilà. Donc, il y a d'autres différences. Une autre différence, il me semble aussi intéressante, c'est l'homogénéité idéologique entre contributeurs. C'est-à-dire que Wikipédia, ça réunit, alors, tu en parleras mieux que moi, mais des gens qui peuvent avoir des sensibilités politiques, religieuses, extrêmement diverses, et qui arrivent quand même à faire un projet commun. C'est vrai qu'il y a d'autres projets collaboratifs où l'adhésion à un socle commun de valeurs est beaucoup plus fort. Par exemple, une communauté de logiciels libres très connue qui s'appelle Debian, là, il y a vraiment, si vous voulez, un ethos commun, des valeurs communes qui sont extrêmement fortes, donc il y a une homogénéité idéologique entre contributeurs qui est bien plus importante. Voilà, donc la question générale, là, c'est de savoir, finalement, est-ce qu'il y a un lien entre le statut de commun d'un bien et les modes de gouvernance qu'on met en place pour le gérer, ou est-ce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs modèles d'organisation possibles? Alors, est-ce qu'ils sont tous équivalents? Est-ce qu'il y en a qu'il faut préférer à d'autres? Bref, que faire de cette diversité des modalités de gouvernance? Voilà. Je m'excuse d'avoir été un peu long.